Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis alors de nouveau malade. Oui et non. Comme vous le savez, j'enregistre assez beaucoup d'épisodes dans le même temps, donc je suis toujours malade. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir, bien sûr, sur le podcast Cœur de Lumière, ça, voilà, mais surtout d'accueillir Rachel Galerme, une personne qui accompagne le deuil d'une manière toute particulière, qui va nous en parler aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir la voir enfin sur le podcast. Parce qu'on a galéré à se voir. Mais voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire et je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Rachel, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, Zoé, merci. Ben, je suis super contente, voilà, de enfin enregistrer ce podcast avec toi Ouais. et et de passer un moment super, je suis sûre, d'échange et de partage toutes les deux, et puis que ce soit écouté par de nombreuses personnes, eh ben, c'est Mm. cool. Ouais, je suis ravie. Merci en tout cas pour cette invitation. Vous m'entendrez aussi sans doute un petit peu tousser encore. Je suis contente de t'avoir sur ce podcast, Rachel, parce que au-delà du fait qu'on a quand même pas mal galéré à avoir ce rendez-vous, on a déjà fait enfin, un épisode. Non, on a fait une vidéo sur ta chaîne YouTube ensemble pour Mm, parler à l'époque de Cœur de Tissu. Et mm. on avait moins galéré à prendre un rendez-vous. Et les choses ont bien changé depuis parce que j'ai lancé un nouveau business. Toi, ton business aussi, ton entreprise avec le club, les Yellow, tu vas nous en parler, est en train d'évoluer. Donc, en fait, on est presque deux entrepreneuses qui font un petit déj ensemble pour faire le point. Et je pense que ça va être assez intéressant parce que le sujet du deuil, vous le savez, vous qui nous écoutez, il est multiple. Le deuil, il se trouve et il se retrouve tout le temps partout. Et je pense que ça va encore transparaître avec Rachel. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter toi et peut-être parler un petit peu de ton parcours, de ce qui a fait que tu en es venu à faire ce métier-là aujourd'hui? Mm. Ben, moi, clairement, il y a eu un moment de basculement dans ma vie en 2014. Moi, j'étais à l'époque, j'étais directrice d'un centre d'urgence pour des personnes sans abri. J'avais fait tout un parcours dans le travail social où j'étais éducatrice spécialisée, où j'accompagnais voilà, des personnes en difficulté. Mon compagnon était éducateur spécialisé. Mm. Et voilà, en 2014, je suis sur mon lieu de travail. Enfin, je me souviens très bien, hein, même si ça va faire 11 ans, enfin, ça a fait là 11 ans le 9 mars cette année. Je suis dans mon bureau avec un travailleur social et puis on échange. Et puis voilà, quelqu'un me passe un appel, me dit Rachel, c'est urgent. Je dis mais non, j'ai pas le temps, je veux boucler cet entretien et tout. On me dit si, Rachel, c'est urgent. Et là, en fait, c'est ma belle-sœur qui m'annonce en fait. Qui me demande d'abord si je suis seule. Donc, elle avait une voix bizarre et elle me demande si je suis seule dans mon bureau et tout. Je lui dis non, je suis avec quelqu'un. Elle me dit OK. Voilà. Et puis, elle m'annonce que Jeff, mon compagnon, s'est suicidé. Donc là, c'est toujours difficile, même 11 ans après, de décrire. Là, j'ai des frissons quand je le dis, de décrire vraiment ce que j'ai ressenti. Parce que pour moi, c'est un peu comme s'il y avait un semi-remorque, un C'est ça. 15 tonnes qui me passait dessus, quoi. Donc, et puis après, ben, les choses s'enchaînent très vite. Voilà, une collègue me ramène chez moi, enfin, les obsèques, enfin, tout va très vite. Et, euh, et en fait, je mets beaucoup de temps en fait, à réaliser en fait, ce Bah qui s'est oui. passé parce que je reprends le travail très vite aussi. 8 jours après Ah ouais. son décès, ouais, 8-10 jours après, je reprends le travail. Pour moi, c'est impossible de rester chez moi seule, de tourner en rond. Il faut vraiment que je sois dans le mouvement, dans l'action. Et c'est ce que bah, ça fera peut-être écho aux personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, hein, qui sont dans l'hyperactivité les premiers mois après.
Même si tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais au travail? Rentre Mm. chez toi, ou mon entourage me disait, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes soin de toi, etc. Pour moi, c'était pas entendable du tout. Il fallait que je sois dans l'action. Parce que quand j'étais dans l'action, en fait, je pensais pas à ce qui Mm. m'arrivait. C'était comme si ma vie était normale. Et puis, même si je suis complètement à côté de la plaque, hein, faut le dire, hein, j'ai pas la tête que j'avais aujourd'hui. J'étais j'allais au boulot pas maquillée, je ne tenais pas compte trop de mes fringues, j'étais assez cash et assez, même parfois, j'ai pas été très sympa avec des professionnels hein, que je manageais. Euh, moi, je travaillais dans un monde, voilà, des sans-abri, surtout avec un Dur. public homme, donc Mm. où il y a quand même de l'alcoolisation, de la toxicomanie, des situations de personnes qui ont des problèmes psychiatriques quand même assez lourds, qui alternent la prison, la rue. Ça. Mm. euh, Pas toujours des enfants de cœur, hein, il y a des passages à l'acte de violence. Mais là, en fait, j'ai peur de rien, quoi. Je peux recadrer un Ouais. mec qui fait le bazar au self avec les éducateurs, être nez à nez avec lui. Enfin, il n'y a plus de limite, quoi, hein. Je suis prête à Ouais. le prendre par le callback. Et, donc, en fait, à la fois, ben, j'exprime comme ça aussi ma colère, ma rage. Enfin, je suis vraiment. Je me souviens d'une éducatrice qui, une fois, vient me voir pour les plannings et me dit, Rachel, ça fait 3 week-ends de suite que je travaille, fais attention la prochaine fois, parce que moi, je vois plus mon chéri. Et là, je lui réponds, bah, t'as bien de la chance de le voir, ton chéri, parce que moi, il est mort, quoi. Fin de l'histoire. Donc j'étais assez sans filtre, quoi, direct. Et Effectivement. Waouh. donc, ça plaisait assez à mon directeur général parce que lui, il trouvait que c'était un autre mode de management, mais moi, Ouais. ça me ressemblait pas tout à fait, quoi. Et en même temps, j'ai été super soutenue au travail. J'ai eu aussi beaucoup de chance de travailler avec des gens qui souvent avaient connu Jeff et étaient quand même très, très soutenants, très aidants. En tout cas, avec le recul, le travail, moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça a été une obligation pour moi, du coup, de me lever le matin, de me doucher, de m'habiller, de revenir un pied dans la vraie vie, on va dire. Mm. Même si j'étais pas au top de mes capacités, j'ai eu beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup de, voilà, des excès comme ça, un peu de colère où tout le monde en prenait cher, quoi. Bah oui. Mais en tout cas, globalement, avec le recul, je me dis que ça a mis de la structure, ça a mis du rythme aussi dans mon deuil. J'étais épuisée, hein, clairement. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode warrior. Maintenant, je le dis, j'avais écrit un article sur mon blog où je disais que j'étais un peu un bulldozer de verre, en fait. J'étais ouais, un bulldozer, quoi. J'y allais, je fonçais, mais j'étais hyper vulnérable, hyper fragile. Euh, j'ai aussi Ouais. beaucoup dit, ouais, en mode warrior, on y va. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où vraiment ok, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut Mm. faire face, on y va. Donc, avec une valeur travail aussi forte. Donc, c'est aussi pour ça que le travail, moi, m'a aidée. Donc, mais en même temps, mon corps, en fait, il disait stop. Mon mental disait on va continuer comme d'habitude, mais mon Mm. corps, il disait stop. Et en fait, ce qui m'a rattrapée, c'est des crises d'asthme, en fait, la nuit à 2 3 heures du matin Ouais. où je finissais en fait aux urgences parce que il y avait un mélange de crises de panique. Après, j'ai su que je faisais aussi des crises d'asthme Ouais, et c'est je me compliqué, retrouvais quoi. la nuit aux urgences. Je l'ai écrit aussi dans mon livre hein, où j'ai mis quelques extraits de témoignages. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mm. Enfin, des extraits de mon propre journal où j'écrivais beaucoup. Mais en fait, la nuit, je me retrouvais aux urgences à 3 heures du matin. Et j'étais comme les personnes sans abri qui sont aux urgences et que je voyais d'ailleurs que j'hébergeais la journée. Mm. Et on me disait tout le temps, mais voilà, mais est-ce que vous faites des crises d'asthme? Est-ce que vous avez déjà fait des crises de panique? Et moi, c'était des choses que j'avais jamais faites. Euh, mais personne ne m'a jamais demandé qu'est-ce qui était arrivé dans ma vie, quoi, pour que à 42 ans, Bah oui. j'ai ça qui survienne en pleine nuit comme ça, de façon tellement violente. On me demandait beaucoup d'évaluer en fait ma douleur de 0 à 10. Ok. Ça se fait dans tous les hôpitaux français ou je Oui, pense c'est ça. européens, on te demande d'évaluer ta voilà. Et moi je comprenais pas bien ces chiffres, je savais pas si je devais dire 5, 10, Bah oui, dire c'est. que 0 pour paraître une bonne patiente. Et en même temps je me disais mais qu'est-ce que ça a comme sens moi qu'on parle de chiffres alors que je suis dans une douleur atroce, terrible. Mm.
Et donc ça a duré quand même un bon moment. Et puis jusqu'au moment où j'ai enfin décidé à aller voir mon médecin traitant généraliste qui m'avait pas vu, ça a duré une bonne année, qui m'avait pas vu depuis un moment et qui, je l'avais vu en fait pour avoir un arrêt de travail. Et après, il m'avait plus revu, quoi. Et en fait, lui, moi, j'allais le voir pour qu'il me donne un médicament, clairement, pour qu'il me rende ma vie d'avant, quoi. C'était à peu près ça, quoi, hein. De façon symbolique, bien sûr, mais en tout cas, voilà, je voulais un traitement pour l'asthme, je voulais un traitement pour mes crises d'angoisse, je voulais des médocs, quoi, clairement. Et puis, en fait, ben non, il m'a pas donné de médicament. Il a pris le temps de m'expliquer ce qu'était le processus de deuil. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui avait été formé, qui savait ce que c'était que le processus de deuil, le travail de deuil, comment ça pouvait se passer. Parce que lui-même, il avait perdu, ça il me l'a dit après, un fils en fait de 18 ans dans un accident de moto, quoi. Donc il avait fait lui-même un travail de deuil et il s'était beaucoup interrogé sur cette question-là. Donc, et lui, il m'a posé juste une question. Il m'a dit, est-ce que ta vie a de la valeur? Je trouvais ça Waouh. complètement déplacé. Il m'a beaucoup agacé quand il m'a dit ça. Je dis, bon, ouais, j'en sais rien et tout, mais je viens pas pour ça, moi. Je viens pas voir un psy, quoi. Je viens Bah voir oui. un médecin et je veux une ordonnance. Et il a répété cette question, est-ce que ta vie a de la valeur, Rachel? Et je lui ai dit, je sais pas et tout. Et il m'a dit, bah, écoute, reprends rendez-vous dans quelques jours et quand tu auras une réponse, en fait, tu reviendras. Voilà. Et je suis partie de son cabinet. J'étais très, très, très en colère. Je me suis dit, mais pour qui il se prend, ce con? Qu'est-ce qu'il a comme question à me poser et tout? Est-ce que ma vie a de la valeur? Est-ce que ma vie a de la valeur? Et en fait, cette question, elle a tourné en boucle pendant 3 jours dans ma tête. Et, euh, et bien sûr, c'était lié, plutôt que de me dire, tu vas prendre soin de toi, oui, ben, est-ce qu'aujourd'hui, toi, qui as perdu ton chéri d'un suicide, est-ce que toi, tu estimes que ta vie a de la valeur? Est-ce que toi, tu as envie de continuer dans la vie? Comment tu as envie de continuer dans la vie? Il y avait toutes ces questions-là, quoi. Donc, Oui. et donc, j'ai repris rendez-vous avec lui. Et je lui ai dit, oui, ma vie a de la valeur, je veux prendre soin de moi. Et donc, il m'a dit, je te donnerai pas de médicaments, mais je pense que... Alors, il m'a donné des choses pour soulager mon asthme et des choses très basiques qu'on donne à tous les asthmatiques. Mais en fait, lui, il avait très bien compris que c'était vraiment lié, ces crises, c'était vraiment lié bah, à la tristesse qui était là au niveau des poumons. Et je l'ai Mm. su aussi après, moi, quand je me suis formée comme sophrologue. Voilà, qui avait besoin de sortir, hein. C'était un trop-plein, donc je ne l'exprimais pas de façon, bah, ni avec le langage, ni avec, je sais pas, alors un petit peu avec la peinture à l'époque, parce que j'avais repris un peu, je refaisais des collages, des peintures et tout ça, mais pas suffisamment pour vraiment exprimer les émotions et les faire sortir. Donc le Mm. corps, à un moment donné, il y a un trop-plein, ben, il cherche une solution, donc ça sortait comme ça. Donc, il m'a dit, moi, je te conseille de te faire accompagner. Donc, moi, je voulais pas aller voir un psy parce que pour moi, j'étais pas malade, j'avais pas un problème, j'étais Mm. vraiment en deuil. Et donc, j'ai décidé, enfin, il m'a conseillé d'aller voir une sophrologue. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me convienne parce que les professionnels que je rencontrais, elles étaient très, très bien, hein, sans doute. C'était des bonnes pros, mais en fait, elles étaient pas à l'aise avec mon histoire de suicide, quoi. Elles n'étaient pas à Ah. l'aise avec mon deuil. Et ça, Mm. moi, je le captais. Parce que j'ai toujours un peu eu des... Enfin, et puis ça s'est encore développé depuis la mort de Jeff, mais un peu des sensations, des intuitions et tout ça Mm. que j'avais avant, que j'écoutais pas vraiment, mais là je les écoutais et je voyais bien que... Et je pense à une professionnelle qui m'avait direct, j'ai parlé 10 minutes, elle m'a installée dans son fauteuil, on a fait une visualisation, elle m'a embarquée dans un champ de pâquerettes en pleine nature et tout, moi qui est une hyper urbaine, alors j'adore la nature, hein, mais je peux pas. Il y a des gens qui peuvent pas vivre sans nature. Ben moi, je peux pas vivre sans béton, on va dire, et sans le brouhaha de la ville, etc. J'ai besoin vraiment des deux. Et en fait, ça m'a plutôt angoissée qu'autre chose, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, tout ça, c'est des trucs de bobo. C'est pas pour moi. Et puis en fait, lors d'une nuit d'insomnie, à 3 4 heures du mat, je suis tombée sur une rediffusion d'un truc. Et là, en fait, j'avais même pas le son. Je vois une sophrologue, je vois qu'elle est à Metz. Et
Et elle a les cheveux courts comme moi, elle a l'air hyper dynamique et tout. Je me dis, je vais prendre rendez-vous avec elle, je note son nom sur un papier et puis le lendemain, je l'appelle. Elle me donne rendez-vous. Et là, en fait, pour la première fois, j'ai en face de moi quelqu'un qui écoute mon histoire, qui prend le temps. Et d'ailleurs, les premières séances, on n'a pas du tout fait de sophro, mais en tout cas, on a échangé. Mm. Elle a joué un rôle vraiment d'écoute, alors qu'elle n'était pas du tout spécialisée sur l'accompagnement au deuil. Mais en tout cas, elle n'avait pas peur de mon sujet, elle était plutôt à l'aise. Mm. Voilà. Et puis après, j'ai fait tout un parcours avec elle en sophro, ça m'a beaucoup aidé. Mais je crois qu'au-delà de l'outil, en fait, alors je suis convaincue hein, que la sophrologie est un super outil pour accompagner le corps quand on vit un deuil. Mais c'était aussi une rencontre avec cette femme qui m'a aussi énormément boostée, qui m'a rassurée. Enfin, moi, je crois fort aussi à ça. Après, les thérapeutes, ils ont chacun leur outil, mais c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un. C'est ça. Mm. Mm. Donc voilà. Et puis, je suis, voilà, tout ce temps, au niveau pro, c'est sûr que, alors au niveau perso, il y a eu un gros ménage pour moi à la fois au niveau habitation. Ouais. Parce que j'ai quitté un appartement de 120 mètres carrés pour un appartement de 35 mètres carrés, tout Ah petit. oui. Ah oui. Ah bah J'ai oui, là, il a décidé, fallu alors faire du c'était un tri. Ouais. vrai choix, hein, Ouais, ouais. j'avais besoin d'un truc plus petit, un peu cocon. Il y Mm. avait un jardin, j'étais au rez-de-chaussée. Le jardin était sans doute plus grand que l'appart, mais tout petit. Donc, ce qui fait que j'ai décidé de vendre. En fait, ça a été pour moi un peu comme si j'enlevais des pots comme ça. Je sais Ouais. pas, c'est un peu, tu sais, comme un oignon que t'épluches là, t'enlèves. C'est ça, Allez, tu repars à l'essentiel et puis ouais, pour te reconstruire, quoi. Ouais. complètement à l'essentiel, mais je n'étais pas consciente de ça à l'époque, quoi. Donc Mm. j'ai vendu énormément de meubles, j'ai vendu énormément de fringues, j'ai vendu ma voiture, Ah ouais, oui, je me suis vraiment allégée. Et même si autour de moi, les gens me disaient, mais non, mais, ce qu'elle fait. qu'est-ce qu'elle fait? Mais bon, ma famille me faisait confiance. Et ça, voilà, mes parents notamment, je les remercierai jamais assez parce que. euh, donc, je me suis allégée de tout ça et ouais, je suis revenue un peu à l'essentiel. Dans cet appart, il n'y avait pas de cave, il n'y avait pas de grenier, donc j'ai vraiment limité à Mm. fond beaucoup de choses. Et j'avais quand même quelques caisses stockées chez mes parents et notamment avec des affaires de Jeff, des livres importants pour lui, des choses perso que je voulais pas, que j'ai trimballées Mm. dans beaucoup de déménagements. Je peux dire que vraiment, il y a des choses, bon, j'ai gardé des choses de lui, bien sûr, mais il y a 2 ans seulement, on va dire que vraiment, il y a eu encore des choses que j'ai déposées, ou notamment une dizaine de cartons de livres qui lui appartenaient et qui étaient importants pour lui, que je n'arrivais pas à donner Mm. Puis à un moment donné, ça a fait sens de les donner dans une bibliothèque. Donc, ouais, il y a eu ça au niveau matériel vraiment d'alléger. Dans les relations avec les gens, les amis notamment, il y a eu un gros tri aussi de fait parce que pour plein de raisons, parce que oui, bon ça va faire résonance pour beaucoup. Oui, les gens comprennent pas ce qu'on vit parce que c'est quelque chose Mm. d'assez unique dans nos vies. Perdre notre conjoint, perdre un enfant, perdre un parent. Et moi, je mets pas de hiérarchie dans la douleur du deuil. C'est pas plus dur de perdre son conjoint que de perdre son père de 80 ans. Non, en fait. C'est comme de perdre un enfant. Oui, c'est violent, oui, c'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est pas plus difficile de perdre son enfant que de perdre son conjoint, que de perdre sa sœur. C'est toujours pour moi, au cœur, il y a toujours ce processus de deuil. On n'est pas là pour faire Mm. un concours à celui qui va souffrir le plus, quoi, C'est hein. ça. Donc c'est violent, c'est difficile. Mais autour de nous, les gens, oui, ça inquiète, la mort, ça fait peur, les gens ne savent pas comment réagir, on n'est pas éduqués dans ce sens-là, on n'a pas cette sensibilité-là de quoi dire, quoi faire. Les gens, ils ont envie qu'on aille bien, quoi. Donc, il y a ceux qui vont pas nous en parler, surtout pour pas nous rappeler que Mm. Faut on a perdu éviter. un proche, mais en fait, c'est complètement débile parce qu'on y pense 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas parce que quelqu'un te dit Mm. euh, tiens, j'ai pensé à ton chéri aujourd'hui. Moi, au contraire, ça me fait encore aujourd'hui super plaisir quand quelqu'un me dit ça, ça me touche. Alors, je peux être émue hein, encore, mais et puis
aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte aussi qu'il y a eu du tri, du ménage de fait aussi, parce que j'en veux pas aux personnes qui sont éloignées, parce que moi aussi, en fait, je commençais à plus être vraiment la même. Enfin, il y avait une transformation qui Mm. s'opérait avec un C'est changement dans sûr. les valeurs, tu vois, dans Mm, mm, la priorité vraiment dans la vie, ben, les priorités bougent. Moi, je voulais plus des discussions un peu stériles sur la météo, sur les mm, vacances, mais des relations un peu différentes, d'une autre qualité, quoi. mm, mm. Et forcément, bon, moi, je compare ça aux enfants qui jouent au parc dans un bac à sable pendant des semaines. Ils jouent dans le même bac à sable avec les mêmes enfants, c'est super et tout. Puis ils commencent à regarder dans un autre bac à sable. Il y a d'autres enfants qui font des trucs différents, Ouais, c'est ça. des châteaux de sable autrement, etc. Et ils changent de bac à sable. Et eux, ils n'en Mm. font pas tout un scandale de dire ah, mais tu ne me parles plus, gna gna, et tout ça, des trucs, voilà. Eux, ils changent, voilà. Donc je pense qu'il y a une histoire d'énergie, de vibration. On n'est plus câblé sur les mêmes choses. Et puis, ben, c'est OK comme ça. Et Et donc, ça a été ça vas-y. ton déclic pour commencer ce travail d'accompagnement au deuil ou pas encore? Moi, mon déclic, ça a été mes crises d'asthme. Ah oui, Moi, c'était à c'est ce les partir de crises là. d'asthme, ça a été ça, Waouh. le truc de me dire, il va falloir que tu fasses quelque chose. Mm. Après, moi, j'ai fait partie de celles. Moi, j'ai rencontré un nouveau compagnon rapidement aussi. Ok. Ça, c'est important de le dire très vite, en fait. Et je le dis parce que c'est un sujet tabou aussi, ça. En fait, pour moi, j'avais vécu 14 ans avec Jeff. Euh, en tant que femme, en tant qu'être humain, c'était pour moi, l'amour, c'était important et c'était important que je rencontre une autre personne. Alors, si on fait de la psychologie à deux balles, on peut dire, ah oui, mais elle va aller combler le manque, etc. En fait, moi, j'étais très au clair de ça, c'est-à-dire que j'ai embarqué rapidement dans dans une relation avec Sylvain, avec qui je suis toujours, voilà, 10 ans après. Donc non, ce n'était pas un placebo, même si ça n'a pas été simple dans les premiers temps, mais en tout cas, pour moi, il y a eu le chemin de deuil que j'ai fait et qui était parallèle au chemin amoureux et les deux chemins, ils ne se sont pas percutés. C'est-à-dire que j'étais tout autant en manque de Jeff, même si j'étais avec quelqu'un d'autre. Il faut être clair de rencontrer quelqu'un, ça apporte beaucoup de douceur, ça apporte aussi ça ramène un peu de sécurité, etc. Mais moi, j'avais fait un deal avec Sylvain à l'époque. Je lui avais dit, je ne me marierai pas avec toi, je n'habiterai pas avec toi. À Ah l'époque, oui. voilà. Ces garçons, il a des fils, je ne veux rien savoir de tes garçons, etc. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ok. Donc oui, t'étais presque vous êtes avec lui, mais pas trop. Voilà. Ok. Et donc, et puis en plus, quelques temps après, je suis partie aux États-Unis, je suis revenue. Enfin, bon, bref, il y a eu plein de choses. Mm. Mais pour revenir à ta question sur qu'est-ce qui a eu comme déclic pour que je me dise, bon là, il faut que tu te fasses accompagner et vraiment, il faut que tu mettes le paquet et que tu fasses un vrai travail de deuil. Alors j'avais beaucoup lu Christophe Fauré, ses Mm. vidéos, enfin plein de trucs Bien sur le sûr. deuil, faire plein de recherches sur YouTube, ça, voilà, j'étais au taquet de ça. Ce qui m'a provoqué aussi un déclic, c'est quand j'ai rencontré Sylvain, j'ai commencé à déclencher des infections urinaires, des cystites à répétition, et Ah ouais. tous les spécialistes me disaient que c'était émotionnel, que c'était Ah lié à ouais. mon... Ok. Donc, mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Donc, je me suis fait accompagner par cette sophrologue qui, certes, m'a transmis des outils, mais je pense que d'échanger avec elle, ça m'a déjà énormément aidé. Mhm. Et puis après, bah, les crises d'asthme se sont quasi stoppées. Enfin, j'ai quasiment plus fait de crise d'asthme de ma vie, ni de crise de panique, ni rien. Et puis, il y avait toujours ces cystites à répétition qui continuaient. Et là, en fait, je pense que au niveau médicament, je pense que j'ai essayé tous les Ouais. monodoses, les machins, tout ce que les Ouais. femmes peuvent prendre, voilà, boire, voilà, du jus de cerise, des machins, du cranberries en litres, Oh là là. Oh mon Dieu. voilà, manger, changer d'alimentation, tatati tatata, enfin Ouais. vraiment La tout. totale, quoi. Mm. Voilà. Et en fait,
il y a un moment donné, j'ai rencontré une thérapeute qui travaillait avec l'EFT. Donc, Ah oui. en anglais, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, et qui travaillait beaucoup sur des problèmes physiques, en fait, que les personnes avaient. Et elle, avec sa technique, pouvait, c'était assez étonnant, mais stopper un peu, apaiser tout ça. Et Mm. donc, avec elle, dès la première séance, elle a été mettre le doigt directement là où, ben, c'était douloureux. Euh, et en fait, elle m'a tout de suite demandé, j'ai même pas raconté toute mon histoire, elle m'a tout de suite demandé si j'avais été mariée avec Jeff. Donc, je lui ai dit non, mais elle m'a dit, je sens que, en fait, il y a un effet de contrat de loyauté entre toi et lui. Mm. Et en fait, c'est comme si tu le trahissais en rencontrant une nouvelle personne, en ayant une intimité, une sexualité avec un nouvel homme. Et donc, ton corps, il fait barrage, quoi. Parce qu'on sait très bien, quand on a une infection urinaire, en termes d'intimité et de sexualité, t'as pas très envie, quoi, hein. Faut dire les choses Clairement. comme ça. Voilà, Tu fais barrière, quoi. c'est Personne te... ça. Donc, en fait, on a travaillé en EFT là-dessus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, ça a vraiment débloqué quelque chose. Donc, j'ai fait plusieurs séances avec elle. 7, 8 séances, ça n'a pas été hyper long non plus. Ouais. Et ça a réglé. En fait, c'était moi, mon dossier de la culpabilité qui a été très compliqué à apaiser, en fait, le disque de la culpabilité. Je l'ai usé avec plein de choses. Je l'ai usé avec des Mm. techniques artistiques créatives. Je l'ai usé en discutant avec cette sophrologue. Je l'ai usé avec le FT. Parce qu'en fait, comme pas toutes, hein, je ne veux pas généraliser, Mm. mais dans le deuil, il y a parfois ce dossier de la culpabilité, peut-être plus fort quand il y a un suicide, en se disant, mais j'ai pas vu, j'ai pas compris. C'est ça. J'ai... Comment tu l'as géré, toi, d'ailleurs, cette grande question Parce que c'est quand même pas du tout anodin, c'est pas comme s'il avait justement eu un accident, où là, effectivement, cette question-là de la culpabilité, elle se pose quand même vachement moins. Enfin, je pense, hein, peut-être que les auditeurs me contrediront, mais je pense que quand il y a un suicide, effectivement, là, et la même question, c'est pourquoi même, en fait. Pourquoi il en est arrivé là? Est-ce qu'il y aurait eu des choses qu'on aurait pu faire, etc. Comment tu as géré cet espace-là de ton deuil? Parce que ça a dû quand même prendre de la place. Alors, il faut savoir que moi, j'avais quand même une petite explication, mais qui m'a pas, ça n'a pas Ouais, apaisé ma ça t'a pas suffi, ouais. culpabilité. Jeff, 2 ans avant qu'il se suicide, avait été diagnostiqué bipolaire. Ah oui, Donc, euh, donc, il avait des excès de up avec ouais. un mental comme ça voilà, qui se développait énormément, il écrivait, il a fait 2 masters en même temps de psychologie, de tout ça, de sociaux et tout ça. Donc il y avait un truc, mais ces excès, il les faisait comme ça, en écrivant Mm. des articles, des trucs et tout ça. Et puis dans les moments de down, ben, il y avait une forte tristesse, enfin c'était même pas une tristesse, c'était un truc très très profond. Une perte d'énergie, similaire à une personne qui est vraiment en dépression clinique, quoi. Mm. Voilà. Mm. Avec des phases aussi d'alcoolisation, ça pouvait arriver aussi. Ah oui, Donc on a vécu au gré. Il y a eu beaucoup d'amour. Moi, il m'a énormément appris de choses. Enfin, vraiment, ça a été. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, hein, à bien quelque part. sûr. Déjà de son vivant, il m'a toujours soutenue. C'est grâce à lui que je suis devenue directrice d'établissement. Il m'a encouragée. Enfin, ça a été vraiment un amour très soutenant, très aidant. Et moi, j'avais une grande admiration pour lui, vraiment. Et donc, donc, on sait très bien, et je le savais, que des personnes qui sont bipolaires, il y a un risque fort de passage à l'acte, de suicide, parce que Mm. c'est inimaginable ce que peuvent vivre ces Mais c'est personnes ça. qui passent d'un état à un autre très rapidement. Enfin, c'est hyper compliqué. Je l'avais toujours dans un coin de ma tête quand même. Mais ben, tu n'y crois pas en fait. Enfin, moi, voilà, t'as ça. Donc, il était suivi par un psychiatre, mais il a jamais voulu prendre de traitement. Pour lui, c'était pas pensable, quoi, de Ah prendre oui, un traitement. Donc, ok. cette culpabilité, et ben voilà, ça a été de dire, mais parce qu'après, bien sûr, j'ai lu plein de trucs encore plus sur la bipolarité, où on t'explique qu'il faut que les gens ils aient un cadre régulier, il faut qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Ben moi, je disais, mais moi, je savais pas, j'ai pas su, j'ai pas fait.
On n'est pas tous Donc, psychiatres aussi, hein. voilà. Et puis, on avait décidé aussi, 6 mois avant qu'il meure, de plus vivre sous le même toit. On était toujours un couple, mais comme ça devenait invivable, autant pour Ah lui que oui, pour moi, parce que moi, j'étais sur son dos à dire, mais non, tu dois faire ci, tu dois faire ouais, ça. ouais. Lui, enfin, il y avait des crises et tout ça, c'était compliqué. Donc, on avait décidé de plus vivre dans le même appart, même si on se voyait toujours, qu'on était en couple. Enfin, donc, il y a eu tout ça. Donc, la culpabilité, elle a été de me dire, ben, on aurait dû continuer à vivre sous le même toit. Il y aurait peut-être, ce serait pas passé ça. La Ouais, ouais. culpabilité, elle est de dire, voilà, j'aurais dû le pousser à voir un autre psychiatre, j'aurais dû l'encourager à prendre un traitement. Mais ce Mm. que j'ai fait, mais c'était impossible, quoi. J'ai tourné en boucle là-dessus, jusqu'au moment où je me suis rendu compte. En fait, au début, j'ai été beaucoup dans t'aurais dû faire ci, t'aurais Oui, c'est dû ça. faire ça. Mm. Je m'accusais de trucs que j'avais pas pu faire. Mm. Des trucs qui d'ailleurs qui n'étaient pas réalistes, mais c'est ça la culpabilité C'est aussi. ça. Ah, pas complètement. Ouais, Complètement. on peut pas. On sait très bien qu'on peut pas sauver les gens Mm. De même. Non, d'eux-mêmes, même s'il y a beaucoup d'amour, même s'il y c'est a tout ça. ça, c'est pas suffisant. Mm, mm. Et il y avait cette culpabilité-là ouais, de dire on aurait pu faire autrement, enfin j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû prendre rendez-vous moi avec son psychiatre, expliquer, etc., etc. Donc ça a tourné quand même beaucoup en boucle comme ça, et donc pas tant moi sur le pourquoi, parce que je savais que la maladie, elle était compliquée, Mm. euh, euh, mais j'aurais dû. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cette culpabilité, c'était quand même un poison, quoi. Ouais. C'était un poison qu'il n'aurait pas voulu que je m'empoisonne, on va dire, avec ça, Mm. qui m'a toujours dit voilà, que j'avais fait le maximum, que voilà, on s'était parlé la veille, et après coup, j'ai compris, quoi. Il m'avait Ouais. un peu fait une déclaration en me disant que j'avais été la Mm. femme de sa vie, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je pense qu'il préméditait déjà son acte, quoi. Il savait qu'il allait passer à l'acte, quoi. Ouais. Donc ça, c'est sûr que le dossier de la culpabilité, c'est lourd. On s'accuse, c'est comme si on s'accusait de la mort de quelqu'un, hein. C'est ça. Mais c'est ça, c'est lourd, quoi. C'est C'est dur, lourd. c'est hyper dur, quoi. Alors que, ben, au fil du temps, ce que j'ai compris, c'est que, ben non, en face de nous, ben, on a aussi des gens qui ont leur part de responsabilité, même s'ils sont quelque part, voilà, malades, hein, Mm. ils ont leur part de responsabilité. Que nous, parce que cette histoire de culpabilité, de dire je m'accuse de sa mort, c'est un peu, pour moi, ça relève de la toute-puissance. C'est je C'est suis ça. toute puissante et j'aurais pu le C'est sauver. ça. Ben Oui, non, oui. qui t'es toi pour dire ça, quoi? Ben non. C'est ça. Bah oui, oui, non, mais c'est ça. Et- C'est ça. et On n'est pas le seul facteur de bien tout ce qui sûr. a mené la personne à ça, quoi. Et on sait aujourd'hui que j'avais interviewé sur ma chaîne YouTube. J'ai oublié son prénom, mais voilà, Bruno. Bruno Salaguati Mm. qui s'est spécialisé sur cette question du suicide. Et Bruno, il explique bien que le deuil par suicide, enfin le suicide, c'est un passage à l'acte, c'est multifactoriel en fait. La personne, elle ne se suicide pas parce qu'elle a juste, enfin juste, c'est beaucoup, mais perdu son boulot, ou elle se suicide C'est pas ça. parce que son compagnon ou sa compagne décide de divorcer. En fait, elle passe à l'acte parce qu'il y a plein de facteurs. Il y a ces facteurs-là, mais souvent, il y a aussi, Mm. il peut y avoir une pathologie psy, comme c'était le cas pour Jeff. Il peut y avoir des carences de l'enfance qui sont très, très profondes. C'est Donc, ça. euh, donc, à un moment donné, en fait, je me suis dit, oui, tu es dans une espèce de toute-puissance, tu peux sauver. Et sans doute qu'on avait aussi une relation comme ça de sauveur-sauvé, Ouais, ouais. pas non plus cool, que j'ai détricoté après aussi. Et, mais la culpabilité, vraiment, moi, je l'ai usée en l'écrivant, en la peignant, en la Mm. collant, Ouais, ouais. en En mettant la des mots travaillant, ouais, dessus, en ouais. la travaillant, en fait. Ouais, Et il faut mettre le paquet, en fait, hein. Quand j'entends ouais. des fois des personnes qui me disent, j'y vais chez le psy 20 minutes par mois pour parler de ça, je me dis, mais c'est peanuts, quoi. Ah Euh, oui, bah oui. euh, Moi, Alors je que vous pense que qui c'est êtes un dans un... travail du quotidien avec un thérapeute, c'est un C'est ça. travail hebdomadaire. Mm, mm. Enfin, vraiment, donc ça a été ça, cette culpabilité. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai gardé un fil de culpabilité. Et ça, Christophe, j'ai fait pas mal de séminaires avec lui et de formations, il l'explique aussi très bien. Pour lui, en Christophe fait, Fauré, donc. Christophe Fauré, pardon.
Christophe Auré, il l'explique aussi bien. Mm. En fait, on peut garder un fil de culpabilité. Moi, par exemple, si j'écoute un podcast sur la bipolarité, je me dis, ah ouais, merde, Ouais, bah ça, voilà. j'ai pas fait. Ça va te faire écho Ça tout de vient un suite, peu quoi. Ouais. appuyer sur ma cicatrice, Mm. mais, euh, mais voilà, ça va durer 10 minutes et je suis pas en larmes, je suis pas dévastée, je suis pas Ouais. débordée. Après, il y a des moments comme ça où je me dis, de toute façon, moi, je reste, enfin, je continue à dire que ce qui s'est passé, c'est moche. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais toi, tu as transcendé le deuil, tu as fait quelque chose de lumineux, t'as tout ça et tout. On va en parler. Oui et non, quoi. Ça me fait un peu suer, ça. Je continuerai à dire que c'est moche, que c'est un truc qu'on aurait pu éviter, que franchement, c'est de la merde, cet épisode-là. Et voilà. Oui, après, je vois bien ce que veulent dire les gens. J'ai, j'aime Fais pas le quelque mot. chose de... T'as Ben, fait en fait, quelque chose de j'ai ta douleur, appris en quoi. fait beaucoup de choses avec Mm. ça. C'est ça. Et aujourd'hui, je l'ai transmis à d'autres. Je C'est partage ça. avec grand plaisir mon expérience, etc. Parce que je sais aussi que on peut se sentir dans une solitude terrible. On peut se dire, mais ça n'arrive qu'à moi, cette merde, en fait. Mm. Et qui peut comprendre? Ben, souvent, les gens qui ont vécu C'est des ça. épreuves de vie similaires, quoi, parce qu'on parle le même langage, parce qu'on est tout de suite connectés. Et je le vois dans le club des Yellow avec des hommes et des femmes qui ont tous perdu leur conjoint. Bah ouais, ils me disent c'est dingue, on se parle depuis 10 minutes et on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans parce que oui, on utilise les mêmes mots, on utilise le même C'est ça. langage. C'est ça. Et c'est pas pour ça que toute notre vie, on va que être entouré de veufs et de veuves, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est un sacré tremplin aussi pour se reconstruire et être résilient, vraiment. Mm. Complètement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer de toi être accompagné sur ce deuil, faire tout ce travail-là énorme, de travailler cette culpabilité, de tester plein de choses, etc. Et de dire, OK, maintenant, je vais justement en faire quelque chose de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai fait, et je vais le proposer moi en créant le Club des Yellow. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu Alors, fasses ça? de façon synthétique, hein, parce que Oui, non, c'était 2017-2018, hein, donc ça commence à dater, oui, la création. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'au niveau professionnel, je me sentais plus à ma place. ouais. Euh, euh, C'est un milieu continuer dur aussi à... en plus, hein. Comment? C'est un milieu dur aussi, hein, qui Oui, a c'était dû pas un aussi. milieu facile, mais j'ai toujours travaillé avec des équipes super, des gens motivés, des gens qui, franchement, qui avaient des convictions et qui... Mm, Donc, j'ai eu cette chance-là et je les en remercie vraiment parce que c'était pas un milieu facile, effectivement, mais il y a une grande solidarité dans les équipes et c'était vraiment fort ce qu'on a vécu. Et moi, ça a été, moi, je renie pas du tout cette époque-là hein, parce que ça a été vraiment une époque importante pour moi. Et j'ai toujours plaisir d'ailleurs, j'interviens régulièrement aussi dans le travail social et j'ai gardé des liens, etc. mm, Euh, Après, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est plus possible. La sophro, ça avait vraiment. Je m'étais dit, vraiment, c'est le travail sur le corps, accompagner le corps. Notre corps, il souffre aussi quand on oui, vit un deuil. En France, on envoie, et dans les pays européens en général, on envoie tout le monde chez le psy pour parler, pour parler. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas suffisant en fait. Parce que des fois, alors tu uses le disque, hein, mais tu es en oui, rond, quoi. Tu tournes en voilà, rond, c'est tu ça. tournes en rond. Donc, C'est ça. il y a la question du corps, où moi, j'avais en tête aussi la question de la créativité, parce que mais c'est venu après. Mais je me suis dit, au départ, j'ai pas du tout pensé à accompagner des personnes qui vivent un deuil, mais pas du tout. Ah Moi, ouais, je me ok. suis dit, la sophro, ça peut être puissant pour les personnes à la rue, qui vivent aussi des épreuves et tout, parce que leur Mm, corps, souvent, il est complètement mis de côté, ils veulent pas, ils en prennent pas soin. Euh, euh, il pourrait y avoir un travail intéressant là-dessus. Donc, j'ai mm. décidé de me former comme sophrologue. Euh, donc, j'ai quitté mon job, je me suis formée, je rentre pas dans les détails, bon, ça a été voilà, toutes des aventures, mais en tout cas, j'ai ouvert mon cabinet et au départ, ben, j'ai intervenu beaucoup dans le travail social, Ok, auprès de femmes victimes de violences conjugales, auprès de ouais. sans-abri, auprès de personnes en demande d'asile, etc. C'était un public que je connaissais bien, on me faisait confiance, donc voilà. Et en séance individuelle, j'accompagnais beaucoup de travailleurs sociaux dans mon réseau, quoi, hein, voilà. Bah oui, bien sûr, c'est Et normal. puis, voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon site internet et sur mon site internet, en fait, j'ai partagé mon histoire de comment moi j'en étais arrivée à la Mm, sophro.
Et Ok. c'est là, en fait, et sur les réseaux sociaux, sur Facebook aussi, sur ma page Facebook, j'ai commencé à parler de ça, sur Instagram, en expliquant, voilà, que c'était le suicide de Jeff qui m'avait amené à utiliser la sophro aussi comme un outil d'accompagnement au deuil, de mon travail de deuil. Et là, en fait, il y a des femmes qui ont commencé à m'écrire en me disant, mais moi aussi, j'ai perdu mon conjoint, mais Rachel, je veux me faire accompagner par vous. Ok, Ok. j'ai fait, j'ai pas. Donc Bah moi, à oui. l'époque, j'étais pas formée sur l'accompagnement au deuil. J'avais lu beaucoup, bien sûr, j'avais vécu les choses, mais bon, chaque deuil est unique. Mm. Il y a autant de deuils que de personnes endeuillées. Et moi, je me disais, oh là là, mais moi, je vais pas faire ça, quoi. Ce truc-là, moi, j'en sortais. Ma cicatrice, elle était à peu près belle. Elle commençait à être bien. Je retrouvais de l'énergie. Avec Sylvain, la relation, elle se stabilisait, etc. Moi, je me disais, Oui, dans quoi je est-ce que je vais m'embarque? m'embarquer là-dedans, quoi. Ah, Voilà. je vois, ouais. Voilà. Donc, et en même temps, les femmes qui m'écrivaient, je comprenais à 3000% enfin, ce qu'elles vivaient. Mm. Ouais. Quand je répondais par mail, elle me disait, mais c'est ça, c'est exactement ça, t'arrives à mettre des mots sur ce qui est abstrait pour moi, etc. Et puis ce qui s'est passé, il y a une dame à Marseille, Laure, je sais qu'elle continue à écouter et lire tout ce que je fais, et je la remercie. Elle m'a écrit en me disant, moi, je vais me faire accompagner par toi. En plus, elle était à Marseille. Mais Donc, oui, c'était hyper loin. 2018, fin 2017, 2018. Ça voulait dire travailler par Skype ou par Zoom. C'était bien avant la Covid. Alors moi, j'avais vécu aux États-Unis, donc Skype, oui, je connaissais et tout, mais bon, je me suis dit, faire de la sophro en Zoom ou en Skype, j'avais Ouais, pas c'est un peu été. flou, quoi. Bon, elle a tellement insisté que j'ai dit, OK, je te propose un accompagnement, je te fais pas payer parce que de toute façon, ça va être le carnage. J'étais persuadée de ça. Je Ah me suis ouais? dit, moi, je vais finir en larmes, ça va réactiver mes blessures, ma blessure. Toi, je pense que ça va pas t'aider. Et bon, j'étais très positive hein, à l'époque, tu vois un Ouais, peu. je vois ça, ouais. Mais bon, allons-y. Bon, il y avait quand même à côté de se dire, bon, essayons. Mais Oui, pourquoi pas, ouais. franchement, et en fait, j'ai accompagné cette femme sur Zoom et ça a été la révélation pour toutes les deux. C'est-à-dire que elle, rapidement, je voyais qu'il y avait des choses qui s'apaisaient. Elle avait, en plus, elle avait un deuil quand même assez avancé. Ça faisait 2 ans qu'elle avait perdu son mari. Ah oui. La maison où elle vivait, c'était son mari qui avait construit la maison. Ah Elle oui, savait oui, que donc elle cette était dedans, maison, quoi. Ouais. ouais, cette maison, il fallait qu'elle s'en libère parce qu'elle disait, et c'est pas obligé de déménager quand on a perdu un Mm. proche, hein, mais en tout cas, elle sentait que c'était plus là. Puis au niveau énergétique et tout ça, il y a des trucs aussi hein, dans l'habitat et tout. Enfin, Ah bah clairement. fallait qu'elle parte, mais elle n'arrivait pas à vendre sa maison parce qu'elle est dans une culpabilité. Elle se disait, mais cette maison, c'est mon mari qui a tout fait, je peux pas lui faire ça et tout, quoi. Donc on a Mm. travaillé aussi beaucoup là-dessus. Elle a trouvé une solution, en fait. Elle n'a pas vendu la maison, mais elle l'a louée. Ah Alors ouais. que c'est elle qui a trouvé cette solution. Moi, je ne suis pas là pour trouver des solutions aux gens, mais en discutant et tout, en prenant du recul avec la sophro et tout ça. Donc il y a eu une transformation assez incroyable. Et moi, je me suis rendu compte que je m'écroulais pas. Oui, c'est ça aussi. Que toi, tu étais capable de gérer et ça a dû effectivement processer Voilà. Moi, dans je me ta suis tête, rendu quoi. compte que, Ouais. ben non, j'étais pas en larmes pendant la séance, ni après. Que ça me faisait pas de mal, donc que ma cicatrice, elle tenait le coup. Et en plus, que ça faisait sens, parce que je me disais, oui, il y avait un truc que je faisais naturellement, sans doute parce que je l'avais vécu, sans doute parce qu'aussi j'étais travailleuse sociale à la base, donc il y a quand même, ça a aidé. Et puis, mais je me suis dit, je peux pas en rester là, quoi. Il faut que je me forme. Et surtout, je me disais, mais merde, mais ce sujet-là, en fait, il est tabou. Les gens, ils trouvent pas à être accompagnés. Euh, et je me rendais compte aussi, parce qu'après, donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai accompagné d'autres femmes, un peu comme ça, un titre expérimental, enfin expérimental, elles ne m'ont pas servi de cobaye, hein, mais en tout cas, de voir si ça aidait vraiment. Et aussi avec mon énergie, aussi Bah, c'est ça. avec autre chose aussi. Et c'est ce qu'elles me disaient toutes, mais en fait, quand je te vois, ça donne de l'espoir, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok, tu es formée à la sophro, tu vas te former à la sophro plus sur l'axe deuil, et puis te former comme accompagnant du deuil. Donc c'est Ouais. comme ça que j'ai fait des formations avec Christophe Auré, avec Empreinte, avec plein voilà, et que j'ai fait ça. Le club des Yellow commençait à arriver, donc
moi, le public, clairement, que j'accompagne depuis 2017-2018, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu leur conjoint, en Bien majorité, sûr. quelques hommes. Après, sur d'autres types de deuil, mais en majorité, c'est sur le deuil du conjoint. Et en fait, très rapidement, en fait, en séance individuelle, elle me disait toutes, non, mais moi, je suis un cas parmi tes clientes, Rachel, je dois être la pire, j'avance comme un escargot, etc., etc. Donc, très vite, je me suis dit, il faut qu'elles se parlent. Il faut vraiment Ouais. qu'elles se parlent, ces femmes. Donc, en fait, j'ai mis en place un truc, pareil, en testant, hein. Moi, j'ai beaucoup co-créé. Je sais que c'est à la mode, la co-création, mais avec les gens que j'accompagne, je continue à le faire d'ailleurs beaucoup. Et en fait, on faisait une fois par mois une rencontre, on échangeait, il n'y avait pas de thématique, elles faisaient connaissance, elles amenaient ce qu'elles avaient besoin de déposer, voilà. Et Trop puis, bien. en fait, très rapidement aussi, au bout de deux, trois rendez-vous, certaines ont dit, mais il faut qu'on se donne un nom. Bon, moi, j'avais pas trop non plus prévu ça, parce que notamment, il y avait des femmes de tout âge, mais comme actuellement dans les Yellow, aussi Mm. bien des femmes de 35 ans qui ont des enfants petits que des femmes de 75 ou 70 Ouais. ans qui sont à la retraite. Et il y en a une qui disait, mais moi, je peux pas dire que je vais à mon groupe de veuves, quoi, c'est trop glauque et tout. Voilà. Après, il y a des personnes qui revendiquent hein, le statut de veuve, et notamment parfois celles qui sont pas mariées, parce qu'elles aimeraient tellement être reconnues aussi en tant que veuves. Oui, c'est ça. Ce qu'on entend, hein, ce qu'on peut Mm, entendre mm. hein, complètement, ça s'entend. Et donc, elles ont cherché un synonyme du mot veuve, mais en langue française, ça n'existe pas. Non. Et puis, sur mon site, à l'époque, alors mon livre n'était pas encore sorti, mais puisque la couverture de mon livre, il y a du jaune aussi et du bleu, et sur mon site, il y avait déjà comme code couleur du jaune. Et elles ont commencé à parler de Yellow, Yellow Woman, ça arrivait Yellow Woman attaché, enfin avec un seul W Ah au milieu, oui, ok. Ouais, ouais, attaché. ouais. Il y avait déjà à l'époque quelques Québécois, c'était dans le groupe, qui disaient, bon, les Français avec vos mots anglais qui ne veulent rien dire, voilà. Mais elles ont validé. Donc c'est devenu le club des Yellow Women. Et puis, ben, on a enrichi jusqu'à vraiment des rencontres toutes les semaines avec moi qui faisais de la sophro, des ateliers de journal créatif, d'autres intervenants aussi qui donnent d'autres outils. En 2021, les hommes ont commencé à arriver et dans le groupe, les gens entre eux ont commencé à parler des yellow. Les yellow, Ok. voilà. Et yellow, ben oui, la couleur jaune, ben c'est lumineux, c'est le soleil, c'est la renaissance, c'est l'énergie, c'est tout ça, quoi. Donc, Mm. et c'est les gens qui embarquent avec moi, c'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent pas oublier leur conjoint et de toute façon, c'est impossible d'oublier son conjoint ou sa conjointe. On l'oubliera jamais. Ça fait partie de notre vie. Le lien Claire. intérieur qui se construit va permettre de garder à tout jamais cette personne dans notre cœur et on l'oubliera jamais. Comme moi aujourd'hui, 11 ans après, je n'ai pas oublié Jeff. Il n'y a pas un jour où je pense pas à lui. Mm. Il n'y a pas un jour où je lui parle pas. Ou, donc, mais ces personnes disent, nous, on veut avancer, on aime la vie aussi, et sans C'est oublier ça. notre conjoint, on a envie d'avancer. Mm. Donc le club des Yellow aujourd'hui, depuis maintenant, depuis l'année dernière aussi, c'est une plateforme en ligne qui est payante pour les personnes qui embarquent sur le programme, mais où les personnes vont avoir vraiment accès à moi de façon plus directe avec des vidéos toutes Oui. les semaines. Je Mm. réponds aux questions. Il y a l'agenda de tous les événements en présentiel et puis en ligne. Toutes les semaines, il y a un événement en ligne. Et puis les replays de tous les ateliers qu'on a pu faire. Donc en fait, c'est vraiment les Yellow aujourd'hui, c'est pas qu'un groupe d'échange, un groupe de parole, c'est C'est vraiment une communauté, quoi. c'est une communauté, c'est un groupe aussi de ressources en fait. Moi, Oui. ce que je veux, c'est que les gens ils aient des outils qui Mm. galèrent pas comme moi j'ai galéré à chercher des professionnels, à trouver des outils et que entre eux, ben, en fait, ils s'aident aussi. Il y a une grosse solidarité entre eux. Il y en a qui, comme il y a des gens qui sont dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Québec, qui se voient en présentiel. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une photo qui est postée sur la plateforme de gens qui se sont vus, qui font des week-ends ensemble. Trop Là, les bien. mamans, elles vont s'organiser un week-end à l'Ascension tout ensemble. Voilà. Incroyable. Moi, voilà. Donc, moi, mon job, c'est vraiment de créer des liens entre eux, de donner des outils, de contacter Mm. aussi des pros qui ont d'autres outils que les miens et, et de faire que ces personnes, elles avancent, elles cheminent Mm. et Mm.
d'expliquer aussi, de comprendre ce que c'est le processus de deuil, parce que déjà de comprendre ce qui nous arrive, de savoir qu'on est normal, de savoir que ben, c'est normal qu'au bout d'un an, on ait un gros creux, on ait un gros down, on n'est pas en dépression clinique, non, on est en dépression, en vécu dépressif du deuil, on n'est pas en dépression, qu'il y a des choses pour accompagner, pour apaiser, d'être entouré et tout ça, ben ça c'est hyper important. Mm. Ouais, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment, enfin, ce qu'on vit, ce qu'on est en train de vivre, c'est hyper important. C'est effectivement le fait de comprendre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, tu vois, Ouais, dans le processus par rapport à ma maman particulièrement, où je me ouais. suis dit, ah oui, ok, en fait, il y a un vrai truc, on passe à côté, quoi. On passe vraiment, vraiment à côté d'énormément de choses, donc ça se développe un petit peu plus, effectivement, grâce à ce que toi tu fais, grâce au podcast, bien sûr, parce que ça en fait partie. Mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à en parler et c'est tellement, tellement important, quoi. Vraiment, il faut parler du deuil, il faut vraiment déconstruire tout ça. Et donc, du coup, toi, tu écrit un livre. Moi, je savais pas. Oui, alors c'est aussi à cause ou grâce, on va dire, pas à cause, des Yellow Pots là dans le groupe et tout, où beaucoup me disaient non mais c'est tellement génial, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de sophro, aujourd'hui Oui. j'utilise moins cet outil, voilà, je l'utilise dans les stages, etc. Mais je propose plus de séances individuelles avec de la sophro. Mais me disait, ce serait bien si tout ça c'était dans un livre, quoi, Rachel, ce serait génial et tout. Ah ouais. Donc, bon, c'est hyper flatteur pour moi, mais je me disais, oh là là et tout. Et puis, en fait, ouais, je me suis lancée. Donc, alors, je me suis fait coacher aussi, hein, je me suis fait accompagner. Bah oui, c'est un travail, hein. Ouais, c'est un gros boulot, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu mon bébé, hein. J'ai mis 9 mois pour l'écrire. Ouais. Donc effectivement, j'ai écrit un livre, alors qui n'est pas mon histoire, hein, qui s'appelle Revivre après lui ou Comment retrouver sa joie de vivre après la mort de son conjoint, Mm. qui était plutôt destiné aux femmes, mais messieurs, vous pouvez le lire. Il se trouve que dans les groupes et tout, je suis désolée, mais bien sûr que les hommes, ils souffrent quand ils perdent leur compagnon ou leur compagne, mais il se trouve que moi, je vois en majorité des femmes, donc moi, je suis partie aussi, c'était aussi un travail empirique, c'était un travail aussi de terrain et de créer une boîte à outils dans un livre, parce qu'un livre, ben voilà, ça coûte 20 euros, on peut se le faire offrir, c'est C'est ça. accessible, etc. Mm. Puis on l'a tout le temps. On peut Voilà. y On revenir, peut on peut faire plein revenir, de on peut choses. prendre Donc, des ouais. notes dessus et Mm, mm. tout. Donc, c'est vraiment un livre qui a été en plus construit où on peut commencer par n'importe quel chapitre, parce qu'on sait très bien que dans le deuil, des fois, de lire, c'est Mm, compliqué, il est mm. très aéré et surtout, il est digeste, je vais dire, et il est écrit simplement avec des outils, des petits exercices concrets pour aider. Donc, il y a de la sophro, il y a des petits trucs de coaching, d'art-thérapie, il y a pas mal de choses. Enfin, c'est même pas de l'art-thérapie, c'est plutôt ouais, autour de la créativité. Mm. Mais surtout, il y a aussi, et ça, les gens me disent que ça les aide beaucoup, les femmes me disent que ça les aide, il y a aussi des témoignages aussi de personnes, des petits témoignages de clientes que j'ai accompagnées. Donc Mm, ça, mm. c'est aidant. Euh, et moi, j'ai mis quelques extraits de mon propre journal de deuil, parce que j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Enfin, l'écriture, ça a toujours été important pour moi. Où j'ai sorti quelques extraits pour montrer aussi aux gens que, oui, des fois, quand on me voit sur ma chaîne YouTube ou sur les médias sociaux, on me dit non, mais toi, Oui, voilà. Toi, t'as réussi, toi, t'es passé à autre ouais, c'est pas chose, toi, pareil. t'es, voilà, machin. Bah oui, non, mais Ah, c'est mais ça. franchement, vous m'auriez vu en 2014. Bah, c'est Voilà, la transformation, elle s'opère pour tout le monde aussi. c'est ça. Mm, mm. Euh, et moi, je vois même des gens qui rentrent dans le club des Yellow à 4 ans ou 5 ans de deuil. Alors aujourd'hui, on a créé l'espace des ambassadrices pour des personnes qui ont un deuil beaucoup plus avancé. Ben, en Mhm. fait, en quelques mois, en 6 mois, un an, il y a cette transformation qui s'opère aussi. Quand tu commences à comprendre ce que tu vis, à être soutenu, C'est ça. entouré, ça fait tremplin, quoi. Ah bah Même oui, si des ça fois, il y fait a une la différence. famille, il y a les amis, c'est pas suffisant, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses amis, on ne peut pas dire à ses enfants, de peur de les inquiéter, de peur. Et ça, voilà, Mm, c'est mm. aidant. Donc le livre, il est sorti en 2021, il est toujours en vente sur mon site internet. Et vous pouvez télécharger gratuitement, en fait, les 30 premières pages. Ça vous permet de voir. Mm. Parce que bon, je sais pas toi, mais moi, j'achète plein de bouquins des fois que je lis pas, ou alors je lis les premières pages, puis je me dis, en fait, non, ça Non, m'intéresse pas ouais. du tout. Donc là, il y a vraiment il y a la préface de Charlotte Saint-Gorin-Collet, qui est psychanalyste et qui a aussi perdu son conjoint. Et il y a vraiment le sommaire.
et vous avez tout le chapitre gratuit, donc vous pouvez vraiment voir, en fait, Si ça correspond. ça Mm, correspond à ce que vous mm, cherchez. mm, Et moi, j'ai vraiment balayé tous les moments aussi de notre deuil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les vagues émotionnelles sur le début, mais après, sur toute la partie reconstruction, sur accompagner ses enfants dans le deuil mm, aussi, mm. sur refaire couple par refaire couple, ça souvent c'est pas abordé quoi. Bah, c'est ça. Parce qu'il y a toujours un peu toujours cette question du tabou, quoi. Ça tourne beaucoup en rond sur le sujet du deuil, parce que le deuil, déjà de base, c'est tabou et on a du mal à parler de la mort, on a peur de la mort, etc., etc. Mais encore plus quand ça touche autant l'intimité, parce que quand on perd son conjoint, il y a tout qui rentre en compte. Il y a l'éducation, comme tu l'as dit, des enfants, comment est-ce qu'on gère ce deuil avec les enfants, alors que Ouais, nous-mêmes, on est en deuil, comment est-ce qu'eux, on les accompagne en étant, enfin, accompagne, enfin, bref, et puis l'intimité, et puis le quotidien, et puis l'argent, et puis etc. etc. ouais. C'est énorme à quel point ça touche tous les domaines de la vie, que ce soit son conjoint, mais que ce soit Peu même une personne importe, de ouais, famille, peu importe, hein, un ouais, ami ou quoi, ça touche forcément ces questions-là, parce que ça a un impact tellement énorme sur toute notre vie, notre corps, notre santé physique, notre santé mentale, tout, que effectivement, en fait, comme on n'en a pas conscience parce qu'on n'en parle pas, et bah du coup, on tourne en rond, quoi. Effectivement, tu disais Mm, tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup de difficultés, on tourne en rond parce que on a tellement déconnecté les choses dans notre vie au quotidien, déconnecté le corps, déconnecté les émotions, déconnecté les sensations même de nos corps, alors que, enfin voilà, il faut qu'on sache quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a besoin de dormir, quoi. mm, Sauf qu'au quotidien, on le déconnecte tellement facilement, et c'est même devenu nécessaire de déconnecter tout ça pour pouvoir rentrer un peu dans ces injonctions, et d'autant plus quand on souffre, et on les déconnecte encore plus parce que ben, la souffrance dérange vachement, quoi. mm, Ça dérange les autres et on sait plus quoi en faire. Donc c'est hyper précieux d'avoir créé cet espace-là, où là, c'est autorisé, là où on peut parler. On parle sans filtre, je pense, dans le Club des mm, Yellow, et c'est important de pouvoir le faire, d'avoir un espace pour le faire. C'est important d'avoir un espace aussi où on sait que on va recevoir des témoignages aussi sans filtre, parce que mm. même pour soi, c'est important. Bon, le podcast, j'espère qu'il qu'il ait un espace aussi de ressources, mais euh, c'est se confronter à la réalité des autres, ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu en as parlé aussi du fait de percuter qu'à un moment donné, en fait, on n'est pas tout seul, que c'est possible aussi de vivre autre chose après le deuil. Qu'il Mm. y a un moment donné, il y a effectivement une transformation qui se fait, quelle qu'elle soit, et c'est à nous de la faire. C'est vraiment notre cheminement, c'est hyper important. Et donc, du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu du Club des Yellow aujourd'hui, un peu comment ça marche? Est-ce que c'est réservé que aux personnes qui ont perdu leur conjoint, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent Ouais, non, c'est réservé qu'aux personnes qui ont perdu leur conjoint. Ok. Alors peut-être que ça évoluera, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc les personnes embarquent pour un abonnement de 6 mois ou de 1 an. Moi, je vous rencontre toujours en individuel. Je fais d'abord une entrevue pour discuter, vous expliquer et tout ça, pour expliquer si ça correspond. Parce qu'en fait, c'est pas qu'un groupe. Oui, il y a des temps nous, on appelle ça des temps de causerie. Mais pour moi, c'est un lieu aussi proactif, quoi. Mm. Où il y a des ateliers, où il y a des choses vraiment de remettre les gens en mouvement. Parce que moi, au-delà de l'accompagnement du deuil, et là, au moment où on enregistre, voilà, on est en mars, mais ça va être diffusé un peu plus tard, je suis en pleine transformation aussi. Pour moi, j'accompagne. Aujourd'hui, ce qui fait sens pour moi, c'est pas accompagnant du deuil, quoi. C'est vraiment quelque chose autour de la résilience, quoi. Ce qui me vient en ce moment, c'est plutôt, je me définirais plutôt comme une créatrice de résilience, Mm. parce que, et c'est ça que les gens ils veulent. Donc dans le club, il n'y a pas que parler, parce que des fois, c'est bien de parler, hein, mais je le redis, pour moi, c'est pas suffisant. Et il y a la remise en mouvement. Alors oui, avec le corps, avec la sophro, bon, ça c'est Stéphie maintenant, ma collègue qui est sophrologue, qui prend cette part-là. Et moi, je prends cette part autour aussi de la créativité, Mm. donc avec le journal créatif, avec le carnet de deuil, le carnet de vie, qui est un outil vraiment pour exprimer, transformer ses émotions,
qui est hyper puissant et c'est pas trois collages et ça va plus loin que ça parce que vraiment, euh, moi, depuis le temps que je travaille sur la créativité, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, les images, les couleurs, c'est pas des représentations qui sont figées, c'est vraiment quelque chose qui est vivant, qui est vibrant, et ça résonne profondément dans notre inconscient, quoi. Et tout ça, ça porte une énergie et ça fait qu'il y a un apaisement. Ça permet, aujourd'hui, je travaille avec une autre méthode qui s'appelle résonance visuelle, qui permet de répondre vraiment à nos questionnements, à nos doutes, à cette quête Mm. d'identité, qui je suis aujourd'hui, quoi, grâce au collage, grâce aux images. Et voilà, et dans le club, on va expérimenter tout ça aussi. Et en plus, je fais intervenir des gens qui apportent d'autres visions aussi, d'autres outils, aussi bien en naturopathie, aussi bien là, j'ai une personne qui va intervenir pour parler des cycles aussi féminins, Mhm. comment on peut Oh, trop bien. utiliser les cycles féminins dans le deuil. Mm. Et même si on est en ménopause, par exemple, voilà, comment ça peut nous aider, je parlais tout à l'heure de l'habitat, j'ai fait intervenir Ève qui travaille, elle appelle ça la décothérapie, sur aussi comment en fait on peut modifier des choses dans Mm. notre habitat pour se sentir mieux en termes de couleur, en termes de forme, en termes de meubles. Alors bien sûr, derrière, il y a toute la question des affaires du défunt aussi. Mais voilà, j'ai déjà fait même intervenir Marilyn Coulombe, qui est une médium très connue au Québec, qui a échangé avec nous pendant 2 heures, qui a répondu à plein de questions. Alors, on n'adhère pas, mais c'est pareil, la spiritualité, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent, qui se questionnent sur la vie après la mort, Forcément. voilà, donc moi, ça m'a jamais traversé de voir un médium ou une médium, mais en tout cas, je me suis dit, ça fait partie de mon job aussi de dire, bah, et dans un cadre hyper sécure, hein, de pas faire intervenir non plus n'importe qui, mais de dire aux gens, bah voilà, il y a ça qui existe aussi. Après, vous embarquez pas, mais ça existe. Parce que je sais qu'il y a des personnes que ça aide énormément. Euh, voilà, puis au fil, moi, des rencontres, ben voilà, je fais intervenir des professionnels. Là, cette semaine, il y avait une personne, justement, Raphaël, qui est intervenu pour faire expérimenter l'EFT. Euh, C'est une boîte à outils, en fait, aujourd'hui, le Club Ouais. des Yellow. C'est vraiment Mm. ça. Avec sur la plateforme, en fait, les gens, ils s'écrivent en privé. Moi, il y a des dames qui me font des messages, je réponds, etc. C'est vraiment. Euh, mais c'est le Club des Yellow, c'est la vie, quoi. Moi, j'accompagne la vie. Je disais la résilience, ça fait un peu intello, peut-être. Quoique, non, j'assume. Mais j'accompagne la vie, le retour dans la vie, c'est Mm. ça sans jamais oublier, voilà, celui ou celle qu'on a perdu. Et alors, c'est en ligne, mais je peux vous assurer qu'on est bien tous vivants avec Stéphie qui anime avec moi derrière l'écran. Et puis, ça n'empêche pas de se voir en présentiel. Mm. Là, on a fait la Saint-Valentin là en présentiel. On était une vingtaine de personnes. Il y a des gens qui sont venus de toute la France, du sud, du Mm. nord et tout. Il y a des gens qui se rencontrent. Et puis bon, moi j'organise aussi pas mal de stages, donc c'est aussi des choses qui se font en Mm. présentiel. Bien sûr. Mais voilà, le Club des Yellow aujourd'hui c'est ça. Et puis bon, il y a plein de témoignages sur ma chaîne YouTube hein, Mm. de Yellow qui ont fait un parcours avec moi et puis voilà, puis les anciennes même qui disent, il y a un processus de deuil apaisé, j'ai envie de rester, de continuer à parler de la vie et tout. Ben, en fait, voilà, aujourd'hui, il y a les ambassadrices qui proposent aussi Ouais. d'autres choses, donc toujours sur le club, Mm. donc voilà, le club des Yellow, ouais. Trop bien. Franchement, c'est un parcours et c'est une histoire incroyable que tu nous as offerte. Même le Club des Yellow, le concept, en fait, c'est vraiment une belle conclusion. J'ai presque envie de me dire, j'espère que je pourrais conclure comme ça un jour le podcast Cœur de Lumière, parce que forcément qu'il y aura une fin à un moment donné. Mais je- ouais, j'ai du mal à finir parce que je trouve que c'est tellement juste et c'est tellement simple que bah, je sais pas comment dire de plus. Oh, merci Zoé. Enfin, mais je sais Ça me pas. touche. Non, mais Mm. c'est vrai, on fait toujours une histoire de tout, et particulièrement de ce qui nous fait peur et de tout ce qui nous arrive. On en fait un drame et on en fait un concours de souffrance de celui qui souffrira le plus, etc. Alors qu'en vrai, c'est juste le parcours de la vie qui fait ça. C'est juste, oui, la vie, c'est du changement. Et, la résilience, c'est ce que je dis. Alors, dans mon nouveau job avec Business de Cœur, la résilience, c'est votre capacité à gérer le changement, à gérer ce changement-là. Et dans tout,
là, on parle effectivement de cet axe du deuil, qui est donc encore une fois très très large. On fait le deuil de beaucoup de choses dans la vie, et que ce soit des personnes, que ce soit des choses, peu importe. Mais le parcours du deuil, c'est comme le parcours de la vie, c'est juste un catalyseur en fait. C'est juste un énorme catalyseur qui va vous permettre de devenir ou pas la personne, une autre personne, de vous faire évoluer en fait, de vous faire grandir, de vous faire avancer sur votre chemin de vie et de vie. Mm. Tout court, c'est tout. Et oui, on a besoin d'outils. On n'aura jamais besoin que d'une seule personne sur l'accompagnement, sur le soin. On le dit de plus en plus souvent, particulièrement quand on a des problématiques. On ne peut pas faire l'économie d'un psychiatre parfois, mais le psychiatre seul pourra jamais vous aider complètement. Il faut aller voir des sophrologues, il faut faire de l'EFT, de l'hypnose, il faut tester des choses, faire de l'art-thérapie, faire du sport, faire tout ce qui vous vient, testez-le parce que c'est le seul moyen aujourd'hui que vous avez de voir si ça marche pour vous et de voir comment ça peut vous aider aujourd'hui. Donc vraiment, foncez quoi. Arrêtez de vous poser mille et une questions et d'avoir des a priori, etc., etc. Déglinguez tout parce que c'est aujourd'hui le seul moyen que vous avez de vous en sortir en fait et d'arriver à cette transformation que tu nous partages, Rachel, que c'est possible en fait, que oui, vous allez vivre des drames, que vous avez vécu des drames terribles dans votre vie, tout le monde, mais qu'il y a une autre vie qui est possible que la souffrance. Et en même temps, la souffrance, je dirais en complément, mais tu le sais, hein, as dû le vivre aussi avec ta maman, c'est important de vivre cette souffrance et de Mm. se rouler dans sa souffrance, etc. Bah Et ouais. d'être, voilà, c'est Mm, important mm. de vivre ça Il parce que faut, c'est une c'est ça. étape qui est vraiment importante. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut se comparer des fois, et notamment avec les médias sociaux et tout, les réseaux. Mais en fait, on a tous, je pense, cette capacité ouais, de reconstruction, de Mm. résilience. Chacun à notre rythme aussi, hein. Il y Ça. a chacun un rythme et, euh, et il y a un moment donné, de toute façon, on a un carrefour, je crois. C'est qu'est-ce que je choisis, quoi? Est-ce que je choisis de Ça. rester dans la plainte? Alors ça, pas au bout de 3 mois, hein, bien sûr, mais des fois, je le vois hein, sous mes vidéos, des gens qui me disent, j'ai 5 ans, 10 ans de deuil, mais moi, je serai jamais bien, etc. Ok, bah là, c'est un choix, quoi. Pour moi, tu C'est as ça. décidé, oups, ça sonne, tu as décidé que il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, ben là, voilà. Mais ça fait partie du chemin aussi, quoi. Ça fait Ouais. partie du chemin. On peut pas en faire l'économie non plus. Parce qu'effectivement, s'il y a pas ça, j'ai presque envie de conclure sur cette phrase-là. Pour ceux qui ont Mm. regardé la série sur les origines, entre guillemets, de Tolkien. J'ai mangé le nom de la série. Je sais pas si je vais la retrouver. Les anneaux de pouvoir, si c'est ça, je crois que c'est les anneaux de pouvoir. Bref, il y a l'histoire d'une hobbit dans cette série qui est un peu hors norme, voilà, et elle a une copine, et à un moment donné, elle doit quitter sa copine, et sa copine vient la voir en lui disant, mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens partent, je comprends pas pourquoi les gens partent, pourquoi les gens doivent partir. Et cette hobbit a une réponse absolument magistrale. Elle lui dit, mais s'il le faisait pas, on n'apprendrait jamais rien. Ah. Mm. Mais quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu cette scène, j'ai dit, mais oui, c'est exactement, c'est tellement un beau résumé de la vie et du deuil et de la Mm. perte et du changement. Si rien ne changeait jamais, on n'apprendrait jamais rien et on ne Mm. pourrait pas évoluer. Donc oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est juste l'apprentissage qui est au cœur de tout et c'est très précieux, quoi. C'est très Mm. précieux, c'est beau, c'est magnifique et il faut y aller. Et je pense que le changement et l'apprentissage, c'est un choix, effectivement. Ouais. Mm. Il faut faire le choix de ça ou pas. Même si c'est pas Conscience. facile et Ouais, c'est voilà, vraiment, hein. Mais c'est ça. voilà, faut s'entourer aussi des bonnes personnes aussi, je pense. Voilà, il y a Ça va de soi, hein, ça va de soi. Mm. On est des êtres Bon. sociaux. Merci beaucoup en tout cas, Rachel. Vraiment, j'ai Merci. adoré t'écouter, j'ai adoré découvrir un petit peu l'envers du décor et ton parcours. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description du site internet de Rachel. Vous pourrez aller regarder un petit peu le livre. Vous aurez aussi l'Instagram pour la rejoindre là-bas.
Si cet épisode vous a plu, si ça vous a fait penser aussi à des personnes de votre entourage, partagez-leur comme autant de petits messages de soutien de votre part. Vous connaissez la chanson, bien sûr. Et Rachel, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin que tu auras envie de partager par ici? Une petite conclusion. Non, j'espère vraiment que voilà, s'il y a des personnes qui ont perdu un proche, que ça vous aura donné de l'espoir, vraiment, parce que je pense que c'est euh, c'est grâce à l'espoir en fait qu'on chemine et qu'on avance. Parce que là, quand on a perdu l'espoir, ça devient très 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 compliqué. Ça commence à être dur. Mais j'espère qu'on vous aura donné avec Zoé un peu d'espoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Merci pour tout ce temps. J'espère que cet épisode vous aura plu, évidemment. Donc, encore une fois, partagez-le. Rejoignez Rachel et éventuellement Cœur de Tissu si vous le souhaitez sur Instagram. Tout sera dans la description. Et puis, comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, merci. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.